Salut Nixon, enchanté. Dorian Zeroudi, comme tu l'as évoqué. Donc, je suis cofondateur de Mister Prépa et de plein de grandes écoles, de médias de référence pour les étudiants dans l'enseignement supérieur en classe préparatoire et en grande école. Et avant ça, j'ai fait 2 années de classe préparatoire dans le sud de la France, dans une prépa qui s'appelle la Nativité à Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai intégré EM Lyon Business School et également UC Berkeley par la suite. Tout à fait. Comme tu as parlé un peu de ton parcours, je devais te demander, regarde le parcours avant ton intégration, donc le lycée. Quel lycée tu as fait? Ouais, qu'est-ce que tu as étudié aussi? Ok, bah du coup, donc j'ai fait un bac ES à l'époque où je passais le bac. Donc en 2017, il y avait encore les différentes filières. Donc un bac option économique et sociale parce que c'était la voie généraliste et je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mon bac dans un lycée voilà, de province pas très reconnu. Et pourtant, à l'issue de mon lycée, les professeurs m'ont poussé, m'ont dit que voilà, j'avais un potentiel intéressant pour faire la classe prépa. J'osais pas trop, très honnêtement. On n'était que 4 sur les plus de 1000 élèves de mon lycée à partir en classe prépa à l'issue du lycée, en fait. Et j'avais eu un bac mention bien à 14 de moyenne, donc ce qui est correct, mais qui n'est pas non plus exceptionnel pour un étudiant de classe prépa HEC. Voilà, un parcours assez classique dans un lycée de province. Et à côté de ça, du coup, j'avais des responsabilités assez importantes lorsque j'étais au lycée. Bah, délégué de classe, ce qui est assez classique, on va dire. Enfin, c'est assez commun d'être délégué, mais j'étais aussi à la tête de ce qu'on appelle le CVL, c'est le Conseil de la vie lycéenne. Donc, j'étais vice-président, le président étant le directeur de l'établissement. Et en fait, j'avais pour objectif et pour rôle de m'assurer que tout se passait bien au niveau de la vie étudiante, que tous les étudiants se sentaient bien. Je me chargeais aussi d'organiser les événements comme le gala ou alors des semaines de sensibilisation pour l'environnement, pour l'inclusion, etc. Donc, c'est une sorte de BDE à l'échelle du lycée, mais on va dire avec des missions moins euh, événementiel et plus, on va dire, directement à impact plus réel. Donc, c'était vraiment très intéressant et ça m'a permis voilà, d'avoir un premier pas d'un point de vue associatif, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que voilà, c'est quand même très professionnalisant. On devait gérer un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors qu'on était à peine lycéen, je devais aussi me charger de représenter les lycéens lors des conseils d'administration, donc avec les élus régionaux, locaux, les chefs d'établissement, etc. Donc c'était très intéressant et c'est ce que j'ai pu faire avant d'entrer, on va dire, dans le bain de l'enseignement supérieur. Et tu penses que toute cette expérience t'a aidé aussi pour la rentrée pour les grandes écoles, aussi pour ton CV, parce que ça peut aider, t'a donné quelques skills. Tu penses que c'était une expérience qui t'a amélioré aussi comme personne? Ah oui, carrément, parce que c'est vrai que enfin, quand on est jeune, on a très peu d'expérience, qu'elle soit professionnelle, associative, encore plus quand on est étudiant en classe prépa, parce que pendant la classe prépa, c'est vrai que c'est 2 années extrêmement denses et on a peu de possibilités, on va dire, de se développer professionnellement ou personnellement, enfin personnellement si, mais d'un point de vue externe à l'académique, c'est plus compliqué. Non, c'était une expérience très enrichissante qui m'a permis de grandir, de prendre en maturité très rapidement. Forcément, voilà, quand on arrive en grande école et surtout aux entretiens de grande école, avoir des expériences antérieures sont très valorisées et valorisantes pour les jurys. Donc non, c'est sûr, ça m'a permis et ça m'a servi parce que voilà, derrière en classe prépa, j'étais vraiment uniquement sur l'académique et donc c'était quelque chose d'assez intéressant et aussi expérience que j'avais bon, on va pas rentrer dans les détails d'expérience sportive, etc. Mais j'avais aussi une expérience professionnelle avant de rentrer dans l'enseignement supérieur avec mon oncle, où en fait je travaillais en tant que maraîcher, agriculteur et vendeur dans sa ferme directement, dans son exploitation. Donc c'était super intéressant. Je bossais les week-ends, durant les vacances d'été. Donc ça m'a permis voilà aussi de connaître un petit peu la réalité du terrain, le vrai travail en quelque sorte dans les terres. Et donc ça permet d'apprendre beaucoup sur soi et ça m'a aussi donné, on va dire, envie de faire des études et de pas me figer à ça parce que voilà, c'est des tâches assez complexes. Si j'ai bien compris,
t'en étudies encore. Et est-ce que tu peux présenter l'école qui est en train de faire tous les moments aussi? Ouais, carrément. Donc, du coup, actuellement, donc là, je suis entre deux établissements. Donc, en fait, après ma classe prépa en 2019, j'ai intégré le programme Grande École de Emilion Business School, qui fait partie des 4-5 meilleures écoles à l'échelle française et 4-5 meilleurs programmes Grande École à l'échelle française. Donc, j'étudie à Emilion tout ce qui touche, on va dire, au management dans son ensemble, à la gouvernance, à la stratégie. Donc, on va dire, point de vue assez global et 360 de l'entreprise. Et donc, du coup, en 2020, enfin, 2021-2022, cette année qui est en train de se finir, j'ai intégré un programme en partenariat avec UC Berkeley, donc l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis, dans le département College of Engineering, sur toutes les thématiques entrepreneurship, technologie, stratégie, innovation. Voilà, donc là, l'idée, c'était d'avoir davantage de compétences, de skills dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Parce que j'ai monté des boîtes pendant mes études. Et c'est vrai que bah, aller, on va dire, dans la Silicon Valley, baigner un petit peu dans cet écosystème et apprendre, on va dire, auprès des plus grands, bah, c'est très formateur. Donc voilà, j'ai fait le pont entre EM Lyon et Berkeley et je vais être diplômé du coup de EM Lyon d'ici 2023 et de Berkeley, j'ai été diplômé en 2022. J'ai compris. Et donc, tu parlais de l'effet que tu es allé aux États-Unis ou avec l'université en Californie. Et donc, je pense que pour rentrer d'abord dans les grandes écoles, mais aussi pour aller aux États-Unis, ton niveau d'anglais, elle était, comment je peux dire, very high, to say in English. Donc, comment tu as amélioré ton anglais? Est-ce que tu as fait des immersions en anglais ou bien beaucoup d'étudier? Comment tu as amélioré ton anglais aussi? Parce que je pense que c'était beaucoup important aussi pour la rentrée dans les grandes écoles. Et Ben là, aussi aller aux États-Unis parce que tu dois parler anglais tous les jours. bah alors non, j'ai toujours été mauvais en anglais. C'est ça qui est vraiment marrant dans mon histoire, c'est que du coup non, j'ai fait une des meilleures universités au monde aux États-Unis, alors que j'ai pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel. C'est ça qui est vraiment assez drôle. Pour reprendre par exemple, lorsque j'étais au lycée, j'avais eu 10 au bac et mes profs m'avaient félicité tellement que c'était inouï et impossible que je puisse avoir 10. En prépa, j'étais mineur, c'est-à-dire que j'étais le dernier de ma classe en anglais durant toute la première année. J'étais dans les deux, trois derniers en deuxième année. Au concours, j'ai performé, j'ai eu 8 en anglais. C'était un peu pareil, inespéré d'avoir une aussi bonne note en anglais. Donc certains, bah, ça va les faire sourire parce que ça peut paraître mauvaise note. Pour moi, c'était une bonne note. Après, une fois que je suis arrivé en grande école, bah, on avait la majorité de nos cours à Lyon qui sont des cours en anglais. Donc après, c'est un vocabulaire qui est différent. C'est vrai qu'en prépa, on a un vocabulaire qui est très soutenu. On a voilà, des ouvrages qu'on doit lire et on a des thèmes basés sur des textes littéraires. En école, on est plus sur du business, donc c'est beaucoup plus facile, on va dire. C'est du vocabulaire qui est assez récurrent, qui revient. Donc c'était plus facile, on va dire, de s'améliorer en anglais sur ces thématiques-là. Euh, Néanmoins, le plus important à mon sens, et ce qui m'a fait progresser durant la prépa et durant l'école, c'est le fait en fait de maîtriser à fond les bases grammaticales. Une fois qu'on a à fond les bases grammaticales, derrière, c'est beaucoup plus facile. Et après aussi, moi, ce que je faisais et ce que je fais toujours, c'est que j'ai des tournures de phrases, on va dire, que j'arrive à caler des belles tournures de phrases qui sont assez sympas. J'avais appris notamment quand j'étais en prépa et que j'utilise de manière courante lorsque je parle anglais. Ça permet déjà de se rassurer, d'avoir plus d'aisance et même si on fait une ou deux erreurs de grammaire, d'orthographe par-ci par-là, c'est pas dramatique parce que ben voilà, on va dire dans l'ensemble, on est quasi fluent. En fait, l'anglais, c'est pour moi ce qui a fait que j'ai le plus progressé en anglais après aussi au moment de partir à Berkeley aux États-Unis, parce que là, pour le coup, le niveau était beaucoup plus relevé. Forcément, on est bah, confronté aux meilleurs instructeurs au monde dans la Silicon Valley, c'est-à-dire que bah, on parlait, j'ai eu la chance de parler par exemple au fondateur de Twitter, à la fondatrice de Yahoo, au head of Metaverse de Meta.
au vice-président de Tesla, donc des personnes à qui il faut parler en anglais forcément, avec un anglais hyper propre. On doit faire des phrases très concis parce que c'est des personnes qui ont peu de temps. Mais du coup, le plus important pour progresser en anglais, c'est en fait la confiance. C'est-à-dire que si on se fait confiance, on va pouvoir progresser plus facilement. Donc, c'est avoir des bases grammaticales les plus solides possibles. Donc là, pour le coup, il y a pas de secret, c'est s'entraîner, travailler, travailler. Deuxièmement, c'est avoir confiance en soi et pratiquer. Et c'est vrai que ben là, être en totale immersion, on va dire, en Californie, ça permet de se dépatouiller avec les moyens qu'on a. Et il faut arriver, pareil, à force de parler, à force d'échanger avec les personnes, ben, on a du vocabulaire qui revient. Et après, forcément, moi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je ne sais pas si c'est parce que mon oreille n'est pas super réceptive, mais c'est vrai que le fait de regarder des séries en VO peut aider. Moi, de mon côté, j'étais plus, on va dire, dans l'échange avec les personnes et après le fait de mémoriser. Même quand j'étais avec des Français à Berkeley, j'essayais de parler anglais parce que voilà, faut profiter de la réelle immersion que nous offre le pays. Et si, on va dire, au quotidien, vous pouvez parler avec vos amis anglais, ça peut être génial, pas tout le temps, mais de temps en temps pour toujours entretenir la langue. Et comment tu as parlé de l'effet de l'oral, et pour l'écrit. Donc, c'était pareil, parce que je pense que quelques examens aux États-Unis, tu dois écrire euh, des projets ou bien des présentations, mais des essais en anglais. Donc, comme tu as toujours aussi cette euh, différence, parce que tu écris tout ton examen en français et changer en anglais. Donc, comment tu trouves ou bien. Ouais, pour la partie écrite, du coup, j'étais meilleur à l'écrit qu'à l'oral parce que du coup, on a le temps de réfléchir un peu plus qu'à l'oral où on doit être beaucoup plus spontané, beaucoup plus instinctif. Donc, du coup, ce que j'avais, c'est que j'avais mes tournures de phrases, en fait. J'avais des tournures de phrases, j'avais on va dire, des... Ouais, j'ai appris concrètement, c'est ça, des tournures de phrases que j'utilise de manière assez régulière, du vocabulaire aussi qui est assez intéressant pour tout type donc d'essai ou d'examen, par exemple, des mots comme trigger pour déclencher, stem from, voilà, découler de, des tournures comme ça qui passent en fait partout, qui sont hyper intéressantes. Et après, voilà, des tournures, voilà, avoid plus ing pour éviter de, advocate for, voilà, préconiser. Donc en fait, c'est des mots, on va dire, que j'avais appris quand j'étais en prépa, qui m'ont marqué, qui sont restés, des tournures de phrases, voilà, qui restent aussi, des keep plus ing, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et après, on va dire, à l'écrit, on est beaucoup plus à l'aise. Parce que quand on doit construire des phrases ou quoi que ce soit, c'est plus facile. Et après, même de manière générale, les examens, je trouvais que c'était plus facile enfin, aux US, dans le sens où en fait, c'était un vocabulaire qui n'était pas non plus soutenu qu'on nous demandait. Là où, par exemple, en classe prépa, c'était un vocabulaire extrêmement soutenu, voilà, où on employait des termes voilà, jamais de la vie on ne réemploiera dans notre vie. Donc c'est ça la différence. Là, c'était beaucoup plus business et c'était, on va dire, beaucoup plus facile de ce point de vue-là. À Et, part quand c'était du vocabulaire beaucoup plus technique, relatif à toutes les thématiques de blockchain, où voilà, on nous parlait de choses beaucoup plus complexes, les boucles au sein de la blockchain, et avec des termes un peu plus techniques, et, euh, et du coup, là, c'est plus complexe. Mais hormis pour ça, de manière générale, quand c'est business assez classique, on s'en sort assez facilement parce que c'est du vocabulaire qu'on a pu avoir en grande école ou qu'on a pu avoir directement à l'université à Berkeley. tu as parlé de la fait que tu vas finir ta grande école l'année prochaine et tu as fini déjà. Et je vais te demander l'effet regardant les compétences académiques parce que tu as presque fini ton parcours et je vais te demander quelles compétences académiques tu as gagnées euh, en anglais, je sais, qu'est-ce que tu as gagné so far pour le moment? Qu'est-ce que tu as gagné dans ce Ouais, ok. Non, j'ai bien saisi la question, merci Nixon.
Non, alors je dirais déjà l'organisation. C'est clairement la compétence, la main compétence, on peut dire ça comme ça, que j'ai pu avoir, l'organisation. La résilience, forcément, le fait voilà, de pas toujours avoir les résultats escomptés, mais de continuer à se dépasser sans cesse. Dépassement de soi, forcément, ça va de soi avec la classe prépa, avec le Lyon, grande école et Berkeley, toujours se dépasser. Euh, Après, je dirais l'adaptabilité, parce que on côtoie des personnes qui sont différentes. Dans les différents établissements que j'ai fait, j'ai côtoyé des personnes différentes, des matières différentes, des enjeux différents. Donc, faire preuve d'adaptabilité. Aussi, faire preuve d'équilibre. Là, c'est plus quand on est en travail de groupe. Donc, c'est arriver à trouver le bon curseur, arriver à ajuster, arriver à travailler en équipe, mais aussi voilà, trouver le curseur pour savoir, voilà, il faut en faire, mais pas trop non plus, mais il faut pas ne pas assez en faire. Il faut arriver à s'ajuster. Forcément, voilà, le travail en groupe, je l'ai dit, être à l'aise à l'oral, forcément. Euh, des compétences rédactionnelles, forcément, après la classe prépa, c'est assez important et on a beaucoup de compétences rédactionnelles, analytiques aussi. Euh, et après, je dirais pour finir, pour pas, parce que bon, on développe beaucoup de compétences, je dirais la prise de décision, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions très rapidement. Voilà, on analyse la situation et on arrive à prendre une décision immédiate à la lumière de la situation initiale. Donc voilà, je dirais prise de décision, travail d'équipe, équilibre, aisance orale, résilience, dépassement de soi et pour revenir sur le premier, l'organisation. Tout à fait. Les derniers jours, j'écoutais ce podcast où un professeur parlait des classes prépa et combien c'est important les notes qui tu gagnes pour entrer dans ces classes prépa. Parce qu'il y a des classes prépa ou bien des grandes écoles qui euh, ils veulent que tu rentres avec certaines notes à l'écrit. Et il parlait de l'effet que beaucoup d'étudiants se basent oh, je dois rentrer avec 15, je dois rentrer avec 6, je dois rentrer avec 14. Et il parlait de l'effet qu'il faisait, c'était pas une bonne chose, l'effet qui se concentre seulement pour les résultats. Et pour les professeurs, la meilleure chose pour il doit penser, oh, je veux gagner je veux avoir 20, je veux avoir 19. Donc, pour le maximum. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de beaucoup d'étudiants les gens qui passent, oh, je dois rentrer le minimum, c'est 14. Donc, je fais tout pour avoir 14. Donc, ils demandent, qu'est-ce que je dois faire pour avoir 14? Moi, le but, c'est, il parlait de le but que pour lui-même, quand j'étais étudiant, c'était, oh, je veux avoir le maximum. Donc, va. Je pense que c'est un problème aujourd'hui de beaucoup d'étudiants, le fait qu'ils veulent rentrer avec le minimum. Donc, si je dois rentrer avec 14, oh, je fais tout pour avoir 14 et ils ne pensent pas qu'ils peuvent bosser le plus possible. Je sais pas si c'est clair la question. Et si, en fait, il y a un mot pour qualifier ça, c'est, enfin, même, je dirais, le problème, il est plus global, mais en gros, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que quand il y a des étudiants qui rentrent en prépa, beaucoup se disent, justement, intégrer les parisiennes, c'est un petit peu ou le top 5, c'est un petit peu l'objectif de tout étudiant de classe prépa. Euh, et en fait, au début, on se dit, bon, c'est facile, il faut avoir 12, 13, allez, 14 pour avoir HEC, c'est facile. Lorsqu'on est confronté à la prépa et aux premières notes, aux 6 ou 5 de moyenne pour les meilleurs en début de prépa, en fait, on est vite confronté à la réalité des concours, parce que c'est un concours, encore une fois, ce n'est pas un examen comme le baccalauréat, il faut bien le souligner. Et en fait, on remarque que c'est très compliqué d'avoir les meilleures écoles. Et du coup, il y a un syndrome, le syndrome de l'autocensure, voilà, que les étudiants ont, notamment dans les prépas les plus petites de province, qui en fait ne tentent pas les meilleures écoles par peur de l'échec et par peur de se dire, en fait, ok, dans ma prépa, il n'y a jamais eu personne qui a eu HEC, donc pourquoi ça serait moi qui serais la première personne qui va l'avoir? Là où de l'autre côté, des étudiants des meilleures prépas sont déjà, entre guillemets, formatés pour les meilleurs établissements et justement à viser les meilleures notes et le maximum, comme tu l'as évoqué. Donc du coup,
Non, je trouve que le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que toutes les prépas, et même avant la prépa, on essaye d'expliquer aux étudiants qui s'orientent vers cette voie de la classe prépa, bah, que tout est possible, en fait, que toutes les cartes sont rebattues. Forcément, on va pas se mentir, par rapport à notre capital humain, notre capital intellectuel et le capital familial, bah, on va avoir moins de chance à l'initiale, certes. Si on va dans une moins bonne prépa, certes, on va moins avoir de chance, mais encore une fois, il y a moins de chance, mais il n'y a pas aucune chance. Et ça, c'est les étudiants qui ne le comprennent pas. Et donc, il va falloir bosser plus, il va falloir être beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisé, il va falloir avoir, entre guillemets, plus la dalle pour réussir. Mais encore une fois, tout est possible. Et chaque année, il y a des étudiants qui font des percées juste exceptionnelles. Et c'est une réussite qui est encore plus belle. C'est plus beau de réussir quand on vient d'une petite prépa et d'intégrer les meilleures écoles, plutôt que d'être d'une grosse prépa et on va dire de faire le chemin classique d'intégrer les meilleures écoles. Et finalement, on se retrouve à 40 de la même prépa. Ça arrive chaque année. Bah, tant mieux. Mais après, on va dire, il n'y a pas moins de mérite. Mais disons qu'on va dire la chance et les facultés de la personne étaient déjà, on va dire, plus orientées pour ces meilleures écoles-là. Donc non, je trouve que la richesse de la prépa, c'est que peu importe le milieu d'origine, tout le monde peut tenter la prépa, tout le monde peut passer les concours et des bonnes surprises peuvent arriver chaque année. Et en plus de ça, chaque année, maintenant, les écoles mettent en place des mesures d'ouverture sociale plus importantes à contester potentiellement, voilà, avec des points supplémentaires pour des étudiants boursiers, des malus pour des étudiants qui cubent, c'est-à-dire qui font une année supplémentaire de classe prépa pour retenter les concours. Donc voilà, il y a des réformes et des mesures, on va dire, qui sont mises en place pour inciter les étudiants les plus modestes à première vue à tenter les grandes écoles. Mais du coup, il faut se dire que voilà, en prépa, l'objectif, c'est toujours viser le maximum parce que c'est un concours et il ne faut pas s'auto-censurer. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à ta question, Oui, oui, oui. Nelson. Ça, je voulais te demander parce que je pense, j'ai parlé ça de la dynamique des prépa et de l'école, mais c'est une dynamique qui peut appliquer aussi dans la vie en général parce que c'est quelque chose, oh, non, je veux les minimums. Donc, tu es content quand il y a des gens, parce que euh, je parle pour ma vision, je pense, oh, si quelqu'un d'autre l'a fait, moi-même, je peux faire. Donc, c'est pas quelque chose qui euh, me peur ou bien m'effraie. Parce que oh, Dorian, il a fait ça, 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 ça. Donc, je pense, pourquoi moi, je n'ai pas fait ça aussi? Donc, je pense que c'est la même dynamique que beaucoup d'étudiants doivent avoir, je pense. Euh, je peux, euh, ouais, euh, ce que non, ce que je pense, j'ai vu, parce que ici, à l'anglais en France, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui se préparent pour les classes budgétaires et pour les stagiaires. Et ils me parlent et me disent, oh, je veux gagner ça, 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 ça. Et, sorry. Il me dit, oh, je veux rentrer avec ça, ça, ça. Et je peux entendre ils se mettent des limites eux-mêmes. Ah ben moi le premier, tu vois, Nixon, je me mettais des limites avant d'intégrer la prépa, parce que déjà, je pensais pas tenir en prépa. Moi, j'étais arrivé dans ma prépa, même si enfin, c'était une prépa moyenne, tu vois, c'était pas les meilleures prépas. Donc, elle se situe, voilà, milieu de tableau des T'as pas prépas. de décourager, Dorian. Et des quoi? Cette raison, t'as pas de décourager. Ben, à la base, si, justement, au tout début, je me rappelle, le deuxième ou troisième jour de la prépa, on était avec quatre potes et on s'était dit, bon, ben, on va se barrer tous les quatre. Et finalement, je suis le seul des quatre qui suis resté jusqu'à la fin. Mais non, en fait, c'est-à-dire que la prépa m'a permis de mettre à profit, tu vois, pleinement mes compétences. Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, je travaillais pas beaucoup. Je m'en suis rendu compte, je travaillais pas, en fait, tout court. Et en prépa, je me suis réellement mis à travailler. Enfin, au début, je travaillais pas. Bah, je me suis pris des cartons et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et j'ai commencé à me mettre à travailler. Et après, je me prenais des claques. Donc, l'intensité de la claque, comme j'aime bien le dire, elle est plus ou moins forte en fonction du niveau que tu as au lycée. Donc, moi, j'avais un niveau bon, mais pas non plus exceptionnel et je travaillais pas. Donc, je me suis pris une énorme claque en prépa. Et je me suis relevé de cette claque. Et beaucoup, en fait, justement, ne se relèvent pas. Et en fait, ils se prennent la claque et ils partent directement à la fac ou se réorientent. Donc, tu vois, c'est la première claque que je me suis pris et je me suis dit, bah vas-y, je vais rester. C'était surtout, en fait, par ego.
je me suis dit, à ce moment-là, il y avait une prof de maths qui me disait, voilà, dans 2 mois, tu vas à la fac et c'est fini pour toi. Et je me suis dit, bah non, je vais lui montrer qu'elle a complètement tort. Et je me suis mis à travailler justement à la base pour, pour cette prof. Et finalement, bah, ça s'est très, très bien fini. Mais il y a quand même, tu vois, cette autocensure qui est venue dans mon histoire en prépa, c'est que du coup, donc, pendant le premier semestre de première année, donc voilà, je m'adapte. Deuxième semestre de première année en prépa, j'étais dans les 2 premiers de la classe. En deuxième année, j'étais dans les 5 meilleurs de la classe. Mais au moment de mettre les écoles, au moment de présenter les écoles et de faire le concours, ben, j'ai pas présenté les parisiennes, tu vois. J'ai présenté que jusqu'à EDEC et EM Lyon. Bah, que j'ai eu après très largement, mais en fait au moment bah, de candidater, au moment des concours, je me sentais pas avoir les compétences nécessaires pour avoir les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que bah, dans ma prépa, quand des personnes avaient le top 5, c'était déjà un exploit et qu'il y avait 5 ans qu'il y avait personne qui avait eu le top 5 au moment où j'avais eu ces deux admissions. Et pas de regret, tu vois, avec du recul. J'ai pas de regret parce que bah, derrière, j'ai pu développer Mister Prépa et j'ai eu des opportunités avec Berkeley. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais présenté les Parisiennes si bah, j'avais pas cette autocensure. Mais encore une fois, voilà, moi je me dis que si j'ai fait les choses comme ça, bah, c'est que ça devait se passer comme ça et il n'y a pas de regret à avoir et c'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu rageant de se dire qu'il fallait juste que j'ai 5 à l'épreuve de maths, alors que voilà, les maths c'était quand même ma matière forte. J'ai eu entre 19 et 20 à toutes mes épreuves. Il fallait que j'ai 5 pour avoir le SCP et il fallait que j'ai 6 ou 7 pour avoir les SEC. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu rageant, mais après, c'est vite oublié, quoi. Ouais, je comprends. Et le fait que, parce que si j'ai bien compris, c'est pas tout le monde qui fait les classes prépa, parce que tu peux choisir l'université directement après le lycée ou bien faire les classes prépa pour aller dans les grandes écoles. Je veux te demander, qu'est-ce que tu as trouvé, on a parlé d'abord de les skills que tu as gagné, de les compétences. Bah, qu'est-ce que tu as trouvé utile dans cette classe prépa qui t'a Oh, peut aider aussi? tellement de choses. La prépa, déjà, ça nous permet de nous connaître mieux soi-même. Ça nous permet déjà d'avoir un bagage culturel qui est énorme. Parce qu'on sort de la prépa, on connaît tout sur tout, sur plein d'éléments, d'un point de vue économique, culture générale, philosophique. On a beaucoup de réflexions aussi quand on est en prépa. On a une vision du monde qui est complètement différente. On a une rigueur, une organisation, parce que pendant 2 ans, on travaille bah, de 8 heures à 17 heures les cours. On a après ce qu'on appelle des cols. C'est pas des heures de colle, enfin, c'est des heures de colle, si, mais c'est des cols, des interrogations orales jusqu'à 20 heures. Après, on doit travailler jusqu'à 23 heures. Donc, on a une capacité de travail aussi qui est juste immense. Et en fait, on le remarque quand on est en grande école, des personnes qui ont fait prépa, des personnes qui n'ont pas fait prépa, la capacité de travail, la capacité d'organisation, la capacité analytique des étudiants en prépa, elle est largement supérieure aux étudiants venant d'autres filières. Attention, je ne dis pas que les autres filières sont mauvaises, je dis juste que les étudiants de prépa, bah, il y a plus de chances que des étudiants de prépa et ces compétences-là, parce que bah, c'est des choses voilà, c'est de l'endurance aussi la prépa. Et en fait, c'est ça. Puis après, les concours qui durent 3 semaines, un mois. Puis après, il y a les oraux où on doit faire le Tour de France. Donc en fait, tout ça, c'est quand même hyper. Enfin voilà, faut quand même être solide pour encaisser tout ça, encaisser les mauvaises notes aussi. Donc la prépa, ça nous permet de nous forger dans tous les sens du terme. Tu as parlé de le fait que ça t'a forgé et je pense que derrière beaucoup de ton satisfaction, il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, je pense qu'en ce parcours, tu as fait des difficultés. Donc, je vais parler des difficultés et comment tu as affronté ça dans ton parcours, dans votre prépa surtout aussi. Les difficultés, bah, disons qu'en fait, faut essayer de les éviter. Et en fait, on les évite par le travail, notamment en prépa. C'est-à-dire que moi, la principale difficulté que j'avais, c'était l'anglais quand j'étais en prépa. Et ben voilà, pour faire en sorte que l'anglais ne soit plus, entre guillemets, une douleur, un pain. Enfin, j'ai pas le bon terme en français qui me vient en plus. Mais voilà, pour que pas que ce soit une barrière en quelque sorte. C'était pas quelque chose qui t'a effrayé parce que tu as dit non, je sais qu'en anglais, je suis pas.
top. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fait, non, je ne vais pas. Parce que beaucoup de temps, je pense que les gens, ils veulent faire la route plus facile, de aller dans la plus longue et plus tortueuse voie, donc, route. Donc, tu as vu, oh, je ne suis pas bien en anglais, bah, c'est pas quelque chose que tu as fait, tu as affronté cette difficulté, et puis maintenant, tu es ce que tu es. Ah, d'accord, ok, ouais, donc plus un échec alors, tu veux me dire. Alors, bah, en réalité, j'ai pas. Non, j'estime pas avoir eu d'échec en prépa parce que bah, j'attendais rien de la prépa et j'ai fini avec des résultats qui étaient au-delà de toutes mes espérances et qui a été record pour la prépa où j'étais. Donc, non, j'estime pas avoir eu d'échecs en prépa. Même en école derrière, j'ai eu beaucoup de chance de manière générale. Après, voilà, le principal élément qui fait que j'ai pas eu d'échec, c'est que ben, j'ai pas des expectations voilà, qui sont extrêmement élevées. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas de pression. Voilà, si bah, j'y vais, j'avance et ben, voilà, si j'ai eu de la chance d'avoir Berkeley, j'ai eu de la chance de finir premier en prépa. Mais encore une fois, c'est-à-dire que si j'étais allé en prépa et que j'avais pas tenu, bah, c'est pas grave parce que tu vois, j'avais pas d'objectif extrêmement élevé. En école, pareil. Donc, ça fait déjà, premièrement, que bah, j'ai pas eu trop d'échecs, slash pas du tout, dans le sens où bah, du coup, j'ai pas des exigences extrêmement élevées. Et deuxièmement, après, bah, je travaille au maximum pour limiter l'échec et pour limiter, on va dire, bah, cette part de variable qui peut venir s'immiscer et faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ouais. Comment avez-vous vécu le période de concours? Parce que je peux voir, j'ai vu ici en anglais en France, beaucoup d'étudiants viennent ici pour améliorer l'anglais et ils sont beaucoup préoccupés, il y a beaucoup qui sont anxieux pour cette période. Donc, aussi, je te vais demander comment tu te rappelles cette période de concours quand tu as passé ça, toi aussi. Ok. Donc moi, non, le Covid s'est extrêmement bien passé. C'était bah, en fait le moment où nous, on a explosé en tant que média, parce que bah, en fait, je me suis beaucoup occupé pendant le Covid. Il y en a beaucoup voilà, qui faisaient de la musique, de la chanson, du sport. Moi, je faisais des articles et j'aidais les étudiants sur Mister Prépa, sur Planète Grandes Écoles. C'est de là d'ailleurs qu'est né Planète Grandes Écoles. En fait, pendant le premier confinement, avec Benjamin, qui est notre cofondateur, on réfléchissait, on faisait plein de choses, on interviewait plein de professionnels, on faisait des fiches sur toutes les écoles, etc. Et on s'est dit, bah, ça serait génial de créer un site et de permettre à tous les étudiants d'avoir accès à ces informations-là. Donc, on a sorti plein de grandes écoles. Bah, en fait, pendant le deuxième confinement, sans le vouloir, on l'a sorti, le deuxième confinement est arrivé. Donc, ça a été un carton complet. Et Mister Prépa, ça a été hyper utile pour les étudiants pendant le premier confinement. Donc, du coup, bah, on était à fond dessus, à faire des lives, à faire des guides, à faire des articles, à faire pas mal de choses. Euh, et on a lancé des concepts assez inédits, notamment, je me rappelle des e-admisseurs. Donc, en fait, c'est une digitalisation du concept d'admisseur, c'est-à-dire, en fait, lorsque les étudiants, les candidats pour intégrer une école vont aux oraux, ils sont admissibles et ils sont accueillis par ce qu'on appelle des admisseurs. C'est des étudiants de l'école qui accueillent bah, les candidats pour intégrer l'école. Sauf qu'avec le Covid, il n'y a plus d'euros. Les euros ont été annulés. Donc, il fallait trouver une innovation pour pallier à ça. Donc, nous, on a trouvé les e-admisseurs. C'est en gros des admisseurs digitaux qui vont répondre aux questions directement sur la plateforme Mister Prépa qu'on avait développée à ce moment-là. Donc, ça a été un carton complet. Beaucoup d'écoles avaient adhéré au projet, beaucoup d'étudiants aussi. Donc, non, pendant les confinements, ça a été plus une aubaine, on va dire. J'ai plus profité, on va dire, de cette phase de confinement pour bah, faire des projets, mener des choses à bien, plutôt qu'on va dire bah, se morfondre et attendre que le temps passe ou râler ou quoi que ce soit. Donc, non, ça a plus été pour nous un boost. Et encore une fois, bah, je recommande à tous les étudiants, bah, pendant une période bah, de mou, de crise ou autre, bah, essayer de faire des choses qu'on aime, des choses qui peuvent être utiles, des choses qui font passer le temps et qui nous passionnent. Et derrière, forcément, ça va vite passer. Et les 2 mois de confinement, ils sont passés comme une semaine classique. C'était vraiment très rapide. Donc, ça veut dire aussi le fait que quand quelque chose de négatif t'arrive, tu as pris avec
positivité et puis tu as eu l'idée de créer ce que tu as fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Pour finir, un mot pour les meilleurs candidats qui s'apprennent pour les concours. Est-ce que tu as quelques advice pour les étudiants? Déjà, suivez Mister Prépa, c'est gratuit et on vous aide. Non, pour les étudiants qui se préparent, c'est voilà, faire attention à soi parce que c'est quand même des années assez complexes, la classe prépa. Mais il faut quand même garder, on va dire, en tête l'objectif final. Et après, avec du recul, peu importe l'école qu'on va intégrer, la prépa, ça reste la meilleure des écoles. Pendant 2 ou 3 années, c'est des années où on apprend énormément, où on est le plus intelligent de notre vie, où on développe plein de compétences, mais qu'on ne remarque pas à première vue, comme je l'ai exposé, des compétences organisationnelles, analytiques, de rigueur, de prise de décision, etc. Euh, et c'est vraiment le meilleur moment de notre vie, mais on s'en rend compte après, et c'est surtout une étape, un tremplin, en fait, la classe prépa vers la vie professionnelle, parce que la prépa, derrière, ça nous propulse, ça nous permet, ça nous ouvre des portes qui sont inaccessibles sans cette voie-là. Ça nous permet de faire des choses pareilles dans lesquelles on était incapable à première vue. Donc, pour toutes ces raisons-là, non, je dis que la prépa, c'est quand même génial. Et main advice, c'est vraiment rester focus, travailler ces matières faibles, les matières là où on est le moins bon, mais aussi les matières fortes, là où on est les meilleurs pour que les notes puissent se tirer vers le haut. Ne pas s'auto-censurer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se brider, il ne faut pas se fixer de limites. Au contraire, il faut se fixer des limites qui sont immenses pour pouvoir déjà faire des belles choses. Ne pas se mettre de pression, ça c'est difficile quand on est en prépa. Il y a beaucoup de pression au niveau de la prépa, au niveau des parents, au niveau de l'entourage, mais il faut essayer de faire abstraction de ça et de ne pas se mettre de pression. C'est essentiel pour réussir et surtout bien vivre ces années de classe prépa. Et je dirais également le fait de prendre plaisir. C'est vrai que ça peut paraître un peu maso de dire ça, mais c'est vraiment important de prendre plaisir en fait à être en prépa, d'aimer ce qu'on fait, parce que si on subit sa prépa, derrière, ça va être très compliqué, on va pas dormir, on va être stressé, on va être angoissé, et ça va pas être bien. Donc, bien préparer sa prépa. Et un mot pour résumer le tout, c'est finalement, il faut être ambitieux, mais pas non plus prétentieux. C'est-à-dire que si tout au long de l'année, on a 4 de moyenne, il faut être lucide. Il ne faut pas présenter HEC. Et inversement, si toute l'année, on a 14 de moyenne, on peut se faire plaisir et on peut être ambitieux et présenter les meilleures écoles, mais toujours en gardant de la sécurité. Voilà, il ne faut pas être prétentieux et présenter que les meilleurs, mais aussi des écoles qui sont peut-être moins bonnes en termes de classement, mais qui apportent derrière un bagage académique et des opportunités qui sont tout aussi exceptionnelles. Donc, merci beaucoup pour ton participation aujourd'hui. Beaucoup de choses très intéressantes que je pense que tu peux aider aussi beaucoup d'étudiants aussi par ton expérience que tu peux prendre comme exemple. Et bonne chance avec ton étude et ta carrière professionnelle. Thank you so much, Nixon.